Moi je considère pas qu'être gentil c'est une qualité, pour moi c'est de la décence humaine en fait. Donc les mecs qui se considèrent comme étant des mecs gentils, ouais non mais moi les meufs elles veulent pas sortir avec moi parce que je suis un mec gentil. Gros, c'est pas une qualité d'être gentil, t'es juste un humain décent, d'accord, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie 2 avec les unpopular opinions que je filme à la suite de la première vidéo. Mais vraiment c'est des unpopular opinions, elles sont pépites, enfin, vous étiez tellement déchaînés. Je suis joie en fait de lire ça parce que je suis d'accord avec énormément de vos réponses. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors là j'ai eu deux messages qui étaient assez contradictoires mais qui s'inscrivaient un peu dans la même vibe. J'avais les triangles amoureux, c'est horrible, enfin les triangles amoureux surcotés, totalement d'accord. Ça je l'ai mentionné dans ma vidéo où je parle des clichés en young adulte, mais les triangles amoureux je n'en peux plus. Enfin je pense qu'en fait on s'en est tellement mangé et qu'en plus c'était pas très bien géré qu'on n'en peut plus, parce que si vous regardez bien dans quasiment toutes les séries ou dans tous les livres qu'on avait avant, on avait vraiment le cliché des triangles amoureux. On l'a eu dans Hunger Games, on l'a eu dans Twilight, on l'a eu dans Vampire Diaries, on l'a eu dans True Blood. Tous les trucs de vampires il y avait des triangles amoureux. Ça de toute façon généralement ils faisaient intervenir un loup-garou aussi pour faire genre une petite dualité des races, tout ça. Non, il y en a marre des triangles amoureux, ça suffit, c'est hyper pas réaliste en plus. Si vous êtes dans des situations où il y a deux mecs hyper BG qui se battent pour vous, franchement tant mieux. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir et tout. Story time de BG se battent pour moi. Mais sinon non, enfin c'est pas réaliste et très souvent ça fout la flemme en plus parce que tu comprends pas trop pourquoi est-ce que les deux mecs se battent pour cette fille qui est un peu inutile. Donc franchement pour moi c'est un big no, les triangles amoureux. Et d'un autre côté j'ai les triangles amoureux, il y en a certains que j'adore. Alors franchement j'aimerais énormément que tu me dises lesquels c'est, parce que moi pour le coup je peux pas vous citer de triangles amoureux que j'aime bien. Là si on me demande spontanément, j'ai aucun nom qui me vient à l'esprit parce que les triangles amoureux bah j'aime pas ça en général. Donc j'aimerais beaucoup avoir tes réponses si tu passes par là. Ensuite je suis en train de lire le tome 1 de Shatter Me et Warner est complètement starbé. Alors j'ai partagé cette unpopular opinion même si je n'ai pas lu Shatter Me et que ça m'intéresse absolument pas de lire cette saga, je pense que ça me plairait pas. Mais moi le seul truc que je connais de Warner c'est la fameuse réplique Lift your hips for me love, un truc comme ça. Et je trouve ça super drôle à chaque fois que je passe dessus parce que je vois que les gens ils sont trop in love sur cette réplique et tout. Mais je te crois du coup si tu me dis qu'il est complètement starbé, et vois-tu ça me donne encore moins envie de lire ce bouquin. Ce qui est très dommage parce que l'autrice a l'air super sympa. Enfin j'ai vu et tout qu'en plus elle s'était mariée dans une librairie etc, et qu'elle s'est mariée à l'auteur qui a écrit Les enfants particuliers de Miss Peregrine, et ils sont trop mignons tous les deux. Du coup j'aimerais beaucoup m'intéresser à ces livres, mais bah du coup j'attends qu'elle fasse des livres qui m'intéressent quoi. Ensuite j'en ai une, mais je pense que je peux passer 5 minutes dessus parce que je suis tellement d'accord, et qui est Rhysand est hyper mal construit comme personnage et je suis tellement d'accord. En fait je sais pas si quand Sarah J Maas a décidé d'écrire à Cotard, je sais pas si elle a fait un plan où le développement de ses personnages était prévu dès le début ou pas, mais le développement de Rhysand il est trop mal géré parce qu'il y a trop des incohérences en fait dans son personnage. On a dans le tome 1, donc on a Rhysand qui est prisonnier sous la montagne etc, qui est juste horrible, tout ça, un peu personnage gris, ok. Moi aussi j'étais d'accord avec le fait que c'était le seul qui était un petit peu intéressant et qui avait de la personnalité dans ce tome, donc bon voilà. Bon après il y a les trucs qui se sont passés sous la montagne avec Fer, que apparemment tout le monde a décidé d'oublier d'un commun accord pour diriger leur haine vers Tamlin, mais par contre Rhysand qui casse le bras de Fer, ça ne pose de problème à personne. Enfin moi ça m'a vraiment choqué ça pour le coup. Et qu'il l'oblige à passer une semaine par mois avec lui quand même s'il savait qu'ils étaient mates et tout. Enfin c'est pas un truc qui se fait en fait. Surtout que après, à partir du tome 2 et du tome 3, Rhysand devient le roi du consentement. C'est-à-dire que Rhysand, comme j'ai dit, il a inventé le féminisme. Comme la Queen Cindy l'a dit, il est allé à la fac, il a pris un cours sur le féminisme et maintenant il est woke. Mais Cindy a tellement raison parce que c'est clairement ce qui s'est passé en fait, parce que dans le tome 2, Sarah J Maas a voulu rendre Tamlin horrible et Rhysand hyper gentil. Du coup Rhysand est le roi du féminisme etc. Dans le tome 3 il y a eu l'histoire, il a créé une bibliothèque pour les prêtresses qui ont été agressées sexuellement, mais en même temps il propose à Fer de s'envoyer en l'air dans ce même endroit. Voilà, la consistance on adore. Dans le tome 4 ça part en vrille parce qu'il devient absolument horrible. Je vais pas vous spoiler, mais par rapport à ce qui se passe dans le tome 4 dans Aqua SF, c'est pas du tout consistant avec son personnage. Enfin ce personnage est mal construit, je suis d'accord avec ce fait. Et en plus j'ai également vu, c'était ton TikTok qui est passé et je m'étais fait la réflexion, parce que je trouve que t'as totalement raison sur le fait que les viols à répétition qui ont été subis par Rhysand ont été très maltraités, parce que finalement il revient sous la montagne et peut-être quelques mois après il a des relations avec Fer, et j'ai trouvé que c'était
bizarrement traité parce qu'il a quand même été une victime d'agression sexuelle et de viol à répétition pendant 50 ans, mais j'ai l'impression que son trauma a un peu été effacé. Après vous me direz, chacun gère ses expériences traumatiques de la manière dont il le veut, mais par exemple j'ai l'impression que avec une femme ça aurait pas été possible. Enfin c'est pas comme ça que l'autrice l'aurait amené, et je sais pas, enfin pour moi ça sonne pas réaliste. Donc bon, je me pose un petit peu des questions, mais sinon oui, son personnage il est trop bizarrement fait. Et surtout dans le dernier tome, quand tu lis Ako SF, il y a clairement rien qui va. T'as vraiment une rupture entre le Rhysand qui est dans la trilogie originale et le Rhysand d'après, même si le Rhysand dans la trilogie je le trouvais déjà très bizarre. Donc je suis d'accord qu'il est très très mal construit comme personnage, Rhysand. Enfin, il y a quand même des petits problèmes de cohérence. Totalement d'accord avec ça. J'ai plus de thé mais je bois quand même. Ensuite j'ai eu Je n'ai pas aimé Phobos, et j'ai rempli mon verre du coup. Parce que je suis d'accord, en fait Phobos, encore une fois je trouve que c'est une saga qui est hyper surcotée. Je la voyais partout, donc je pensais que c'était un truc vraiment incroyable. L'histoire avait l'air intéressante, en plus des gens qui sont envoyés dans l'espace, des histoires de speed dating et tout, mais alors quand j'ai lu les livres, j'ai pas compris l'engouement, ça m'a pas donné envie de continuer la suite. Après c'est peut-être parce que c'est vraiment à destination d'un public young adulte et que je suis trop vieille pour comprendre et pour apprécier, mais j'ai pas aimé non plus. J'ai trouvé que c'était extrêmement surfait. Déjà premièrement j'ai eu du mal avec la plume, et deuxièmement j'ai trouvé que c'était extrêmement surfait. Toute l'histoire de la salamandre là, j'en avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos, mais j'étais hyper perplexe, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment des faux problèmes. Je sais pas, il y a des gens qui meurent aussi à l'extérieur, donc quitte à vouloir avoir des problèmes et des vrais problèmes, vous voyez, donc complètement d'accord avec toi. Ensuite j'ai une unpopular opinion qui, je pense, dans le monde littéraire est effectivement une unpopular opinion, mais qui, je pense, finalement serait partagée par pas mal de personnes, et qui est: j'ai aucun intérêt pour les livres du Seigneur des Anneaux. Et d'un côté j'arrive à comprendre, parce que c'est des livres qui ont quand même été écrits dans les années 50, Le Seigneur des Anneaux. C'est la base de la fantasy, enfin Tolkien c'est le père de la fantasy, c'est lui vraiment qui... Alors c'est la fantasy, après t'as tous les auteurs qui se sont un peu inspirés de lui, mais véritablement le premier grand succès mondial c'est Tolkien. Et c'est vrai que j'ai lu les livres des Seigneur des Anneaux il y a pas très longtemps, et c'est pas... Enfin les livres sont bien concrètement, mais c'est vrai que la plume, c'est vraiment une plume de fantasy, début de la fantasy, quand la fantasy a commencé à devenir un genre pris au sérieux, etc. C'est très lyrique, c'est très balade en forêt, etc. Donc je peux comprendre. Par contre les films sont incroyables, je ne tolérerais aucun son d'horreur sur les films du Seigneur des Anneaux, mais je comprends pourquoi est-ce que t'as pas d'intérêt. En plus ils sont un petit peu longs, et c'est vrai que c'est un peu fastidieux à lire en fait. C'est vraiment de la high fantasy en fait, donc soit ça passe soit ça casse. Mais je comprends cette unpopular opinion. Ensuite, j'ai un message qui me dit: le prieuré de l'Oranger, Estincta, Sorcery of Thorns et Phobos. Donc Phobos on en a déjà parlé, Estincta je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas dire, mais c'est encore du Victor Dixon et j'accroche pas particulièrement avec la plume de cet auteur, donc bon voilà, j'ai donné 2 essais, j'ai pas accroché. Sorcery of Thorns, c'est vrai que lui aussi on en a énormément parlé, et que en lisant j'ai bien aimé ce que je lisais, mais j'ai pas non plus été transportée, parce que de ce que j'avais lu je m'attendais vraiment à un truc exceptionnel, donc j'étais un tout petit peu déçue. Mais je le trouve bien quand même ce livre pour se lancer dans la fantasy, je pense que c'est une bonne introduction. Mais c'est vrai que quand il était hyper hypé sur Booksta, c'était quand même légèrement surcoté, parce que c'était vraiment un schéma classique de fantasy quoi. Et le prieuré de l'Oranger, du coup je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le prieuré de l'Oranger, mais c'est vrai que ce livre je suis très déçue, enfin j'étais très déçue, je suis même toujours très déçue, parce que quand j'y pense je me dis qu'il avait tellement de potentiel, mais ça a été mal réalisé en fait. Et encore une fois je trouve que c'est une bonne introduction à la fantasy pour les débutants quand ils veulent commencer la high fantasy, mais que quand t'as l'habitude de lire de la fantasy, etc., et que quand t'as un œil un peu critique, ça commence à partir en vrille, parce que l'histoire était bien, le concept était bien, mais je trouve que ça a été très mal réalisé, ce qui est très dommage. Ça aurait dû être un livre en plusieurs tomes, parce qu'en plus il est très long, il y a beaucoup d'informations à digérer, etc. Donc je comprends pour le prieuré de l'Oranger, je comprends. Ensuite j'ai eu un message me disant: les gars immortels qui ont plus de 2 siècles et pécho des meufs à peine sorties de l'adolescence, c'est non. Et là pour le coup, cheers, parce que ça aussi c'est un truc que je comprends pas, je sais pas, même si t'es bloqué dans le corps d'un mec de 23-24 ans, t'es là, t'es un grand tonton de 200 ans ou plus, et tu vas rôder près des lycées tel un prédateur pour sortir avec une lycéenne, mais pourquoi? Je comprends pas, je trouve ça hyper bizarre, parce que même si t'es toujours bloqué dans le corps de quelqu'un qui est jeune, normalement t'es censé avoir mûri avec les années, donc pourquoi est-ce que tu vas pas vers des personnes soit
qui sont un peu plus âgées, enfin je sais pas, des filles entre 24-25 ans, ou bien des personnes, des femmes accomplies, on va dire, entre guillemets, des femmes plus âgées. Je trouve ça super bizarre et super glauque, encore une fois, cette histoire de mecs de 500 ans qui sortent avec des adolescentes de 15 ans, et après t'as un peu, la relation est hyper déséquilibrée, après parce que t'as lui qui a tout vu et qui a tout fait, et t'as elle qui est là et qui est en mode, oui, enfin moi j'ai un contrôle de physique demain, donc ça, pour le coup, je suis d'accord, je trouve ça très très bizarre. Ensuite, j'ai eu, après réflexion, gros préjugé, mais je pense que je n'aimerais pas non plus Serpent Dove. Alors, Serpent Dove, je pense qu'il va être traduit là, je crois que j'ai vu qu'il allait être traduit sur TikTok. Je pense que c'est de Sexy qui va le traduire, parce que je vois pas quelle autre maison d'édition pourrait traduire ce livre, mais ce livre, enfin, incompréhension, enfin je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'ai vu, les revues que j'ai vues d'ailleurs, Cindy, je vous mettrai encore le lien parce que sa vidéo était super drôle, a fait une vidéo dessus et j'ai lu des avis dessus, et ce livre a l'air tellement bizarre, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de plot, il y a des grosses incohérences et trop étranges, enfin moi à partir du moment où il y avait une chanson qui s'appelait Big Tiddy Liddy, j'ai pas cherché à savoir plus, et où la meilleure amie Token s'appelait Coco. Je me suis dit, non, je pense que je le lirai pas, mais je pense que ça va encore être typiquement un livre qui va être bien surcoté pour le coup, lui. Ensuite, j'ai une unpopular opinion, et pour le coup, je pense savoir à quelle autrice tu fais référence. Et donc, c'est pas parce qu'un auteur-autrice fait l'effort d'écrire un livre qu'on doit forcément respecter son écrit. Parfois, c'est juste trash et il faut pouvoir le dire et critiquer sans avoir de peur de passer pour des rageux. Et effectivement, je suis d'accord, parce que il y a certaines personnes qui sont très fans d'un truc et qui prennent très mal la critique. Enfin, il y a des fandoms qui sont carrément toxiques. En fait, j'ai l'impression que toutes les fandoms sont toxiques. Quand tu vas sur TikTok, par exemple, la fandom Akotar est hyper toxique dès que tu te mets un petit peu à critiquer Sarah J. Maas. Pour Harry Potter, c'est la même chose. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que les fandoms, un peu, c'est... Voilà, c'est bien, mais doucement aussi. Si t'es pas fan, vaut mieux que tu te taises, parce que sinon, ça va commencer à t'insulter, et je suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Et du coup, je suis complètement d'accord avec le fait que, à partir du moment où t'as acheté un livre et que t'as envie de le critiquer, t'as totalement le droit, t'as quand même mis ton argent dans l'œuvre, donc je comprends pas pourquoi tu pourrais pas donner d'avis négatifs sous prétexte que t'as pas aimé les livres, parce que pour le coup ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu, en mode si t'aimes pas, lis pas. Mais si je l'ai lu, laisse-moi donner mon avis, même si mon avis c'est un avis négatif, hein, c'est totalement mon droit de donner mon avis. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ça, faut pouvoir le dire sans critiquer sans avoir peur de passer pour des rageux, parce que pour le coup ça aussi je l'ai vu, et encore une fois surtout dans la fandom de Sarah J. Maas, des gens qui critiquaient Sarah J. Maas et ses livres, et des gens qui disaient non mais vous êtes juste jaloux de son succès, vous êtes jaloux parce que c'est une femme et qu'elle a réussi. Alors je pense pas que c'était ça le but des gens clairement qui étaient en train de critiquer. Je ne pense absolument pas que c'est un rapport avec le fait que c'est une femme, parce que surtout c'est des gens qui lisent plein d'autres autrices, donc pour le coup non. Donc oui, je suis d'accord avec le fait que tu dois pouvoir critiquer, tu as le droit de critiquer en fait un livre, surtout quand il est trash et qu'il est problématique, dans la mesure où tu restes respectueux vis-à-vis de l'auteur, que ça part pas en insultes et tout. Des avis positifs, c'est des avis qui sont quand même constructifs en fait, donc voilà. Et ça me fume parce que je suis en train de remonter dans les messages et je me dis vraiment des Sarah J. Maas haters, ça me fait trop rire. Et du coup j'ai effectivement eu un message me disant que Rysand est surcotée de fou alors que c'est un cliché. Bon ça j'en ai déjà parlé, je suis totalement d'accord. Sarah J. Maas a toujours le même canevas de livres, alors oui. Dans chacun des livres de Sarah J. Maas, tu vas avoir des fails hyper beaux, hyper anciens, avec une meuf qui est un peu jeune, qui est un peu badass mais pas trop parce qu'en fait elle est un peu bête, qui tombe amoureux de ce fail. Enfin, Keleana et Akotar, c'est pareil, c'est les mêmes créatures fantastiques et tout. Donc je pense qu'elle a trouvé le bon filon avec les fails et qu'elle veut pas s'en débarrasser. Mais d'un côté, moi je trouve ça bien parce que les fails, par exemple, avant Sarah J. Maas et avant le Prince Cruel, je connaissais pas du tout. Donc elle a remis à la mode des créatures qui avaient été complètement oubliées. Mais effectivement, elle a toujours le même canvas de livres, elle veut pas changer. Elle a trouvé son bon filon. Toujours sur du Sarah J. Maas. Il y a vraiment du Sarah J. Maas slander là, franchement. Je pense que je vais mettre dans le titre de la vidéo Beware les fans de Sarah J. Maas, parce qu'il y a du Sarah J. Maas slander. Keleana tome 1, je n'ai jamais vu autant de rougissements et sursautements chez une tueuse. Alors là, de toute façon ça je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que j'ai faite où je parle du tome 1 de Keleana, que je n'ai lu qu'à moitié, mais je suis totalement d'accord. En fait son comportement m'a saoulée parce que c'est censé être une grande assassineuse que tout le monde connaît, dont tout le monde a peur, etc., qui assassine des gens de sang-froid, mais qui se met à rougir et à sursauter dès qu'on lui adresse la parole, donc j'ai trouvé ça pas trop crédible. Donc ça pour le coup je suis d'accord avec cette unpopular opinion. Et j'en ai une autre qui est Dumbledore. Même si je l'aime quand même, il a fait des choix très discutables, mais bon.
C'est vrai, mais je peux pas voir parce que Dumbledore grave mon grand-père en fait. Je l'aime beaucoup trop Albus Dumbledore. Du coup je dis jamais vraiment de mal de lui, mais en soi c'est vrai qu'il a fait des trucs... Bon voilà, dans sa jeunesse il était pas irréprochable non plus, que ce soit avec Grindelwald ou les autres, ou bien ce qui s'est passé avec sa sœur, etc. C'était pas... C'était pas ouf. Heureusement qu'en vieillissant, il a pris de la sagesse quand même. Mais c'est vrai que ce personnage, même si je l'aime beaucoup, dans tous les tomes, alors qu'il est censé être un grand sorcier qui sait tout, etc., il a toujours laissé Harry, Ron et Hermione se démerder pour faire face aux dangers. Par exemple, l'histoire de la chambre des secrets. J'ai jamais compris comment est-ce que c'était possible que Dumbledore n'ait jamais trouvé où était la chambre des secrets, vous voyez. Enfin, plein de trucs comme ça où je me dis, je sais pas si c'est J.K. Rowling qui a un peu déconné en lui donnant un peu trop de pouvoir sans qu'il puisse vraiment exprimer ses pouvoirs dans Harry Potter, ou bien si c'est juste Dumbledore qui déconne, mais pour le coup je suis d'accord avec le fait qu'il a fait des choix qui étaient très discutables. Mais je l'aime quand même, cœur sur Albus. Alors, je n'ai pas accroché à The Mortal Instruments et Twilight. Bon alors, de vous à moi, si là, pour la première fois de ma vie, je me mettais à lire Twilight, je n'aimerais pas concrètement, je dirais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette daube, et je laisserais tomber. C'est également ce qui s'est passé d'ailleurs quand la série est sortie à la fin des années 2000. Oui, putain ça fait longtemps quand même. Bref, c'est également ce qui s'est passé, mais du coup je me suis laissée emporter par la hype et tout, mais c'est vrai que les gens lambda, si tu te mets à relire Twilight en 2021, je sais pas si tu peux vraiment apprécier cette série parce que c'est quand même extrêmement problématique, pas si bien écrit que ça, hyper cliché, donc ça pour le coup j'arrive à comprendre que t'aies pas apprécié Twilight, et je me demande si c'est une unpopular opinion parce que vous voyez à l'époque, bah on était toutes un petit peu dans la vibe Twilight, mais là aujourd'hui si tu nous parles de Twilight, je pense qu'on est toutes d'un commun accord pour dire que bah c'était quand même vachement problématique et tout quoi. Donc bon, si ça sortait aujourd'hui, je sais pas si... Quoi que j'allais dire, si ça sortait aujourd'hui, je sais pas si ça aurait autant de succès, mais finalement quand tu compares aux livres qui sortent maintenant, il n'y a pas tant de changements que ça. Donc finalement, why not? Et pour The Mortal Instruments, qui est donc Shadowhunters, qui est la saga qui est écrite par Cassandra Clare. Alors pour ça, j'arrive totalement à comprendre. Déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que dans cette saga, il y a genre 10 000 livres. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a 25. Je sais pas si c'est des spin-offs ou autres et tout. Enfin, je comprends rien. Et c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier parce que, encore une fois, c'est un livre qui traite d'inceste, donc un frère et une sœur qui tombent amoureux ou je sais pas quoi. Enfin, moi, non. Ce genre de troupe vraiment ça ne passe absolument pas. J'avais regardé la série, j'avais détesté la série et c'est dommage parce que le concept en soi aurait pu être intéressant. Peut-être que si j'avais commencé par les livres à l'époque j'aurais pu s'aimer, mais je peux comprendre que ça t'attire pas particulièrement. Après bon voilà hein, les fans de Cassandra Clare ils ont l'air d'être heureux dans leur vie donc je ne sais pas, mais je suis d'accord avec cette unpopular opinion. Et là cette unpopular opinion, je vous avoue qu'au début j'ai hésité à la partager parce que je me suis dit imaginez si un jour je leur demande des services presse et qui refusent de m'en donner parce qu'ils tombent sur cette vidéo. Sachez que je n'aurais aucun scrupule à supprimer cette vidéo si dans le cas échéant ça arrive. Voilà, je vends mon âme, tout à fait. Mais donc l'unpopular opinion c'est de Saxus, c'est pas de maison d'édition. Where's the light though? Parce que pour le coup de Saxus, de vous à moi, ils publient des livres qui sont hyper populaires, etc. Ils font des très jolis reliés, voilà, il n'y a pas de problème, ils savent super bien teaser sur la communication, c'est top, ils sont hyper actifs que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Mais quand tu regardes très bien, enfin la polémique d'il y a pas très longtemps, qui a très bien été expliquée d'ailleurs par Juliette du compte Fleur de Sureau, ah c'était bof hein. Pour ceux qui savent pas trop, bah de Saxus c'est une maison d'édition, c'est une petite maison d'édition qui avant je crois était spécialisée dans les mangas ou un truc comme ça et qui a commencé à se spécialiser dans les traductions de best-sellers aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et qui ont vraiment percé avec, je crois que ils ont vraiment percé avec Le Prieuré de l'Oranger, Nevernight et La 9e Maison. En gros, enfin, ils misent tout sur la traduction de livres qui sont très très populaires et ça marche très bien, et surtout sur des livres qui sont reliés parce que comme vous le savez aux États-Unis c'est très populaire les livres reliés, les hardbacks, etc. alors qu'en France c'est pas du tout démocratisé. Et d'ailleurs à part de Saxus je connais aucune maison d'édition qui fait vraiment que des hardbacks, enfin qui propose toujours des collections limitées avec des hardbacks quoi. Et donc bah voilà, sur Bookstar en tout cas ils sont hyper populaires et c'est vrai qu'ils sont en train de grandir de plus en plus sur le marché parce qu'ils traduisent des titres qui sont très très attendus. Mais d'un autre côté
quand on regarde bien, bah là il y a pas très longtemps il y a eu une polémique sur le fait qu'il y avait des notes de traduction qui ont été laissées dans certains de leurs livres. Par exemple là, celui que vous voyez juste derrière moi là du prix Guenièvre, il y a une note de traduction qui est dedans, dans d'autres exemplaires aussi, donc voilà, ça c'est vrai que ça a fait un tollé, surtout que la manière dont ils ont répondu, bah c'était n'importe quoi en fait, clairement, et du coup ils ont voulu remettre la faute sur les traducteurs, alors que je suis désolée mais la publication d'un livre c'est un travail d'équipe en fait, t'as plusieurs personnes qui sont censées relire les épreuves, corriger, non corriger, etc. Et bah du coup ça a pas été fait, donc je peux pas blâmer 2-3 personnes juste parce que tu t'es rendu compte que t'as fait n'importe quoi, et du coup ils ont fait un message d'excuse qui n'était pas un message d'excuse, c'était un message d'excuse à demi-mot, et en plus dans ce message d'excuse, en gros ils disaient qu'ils étaient en train de virer leur traducteur et qu'ils en cherchaient d'autres, enfin c'était un peu excuse mais on s'excuse pas, et du coup offre d'emploi, donc ça a été hyper mal reçu, ça aussi ils ont supprimé leur publication, ils en ont refait une autre, mais voilà, ça a pas été très bien accueilli, et puis j'ai eu des retours aussi qu'apparemment leur community manager était pas sympa, je crois qu'ils l'ont changé aussi, parce que ça allait pas du tout, ils répondaient pas, leur réponse c'était pas ouf, ils répondaient, enfin ils étaient un peu mal polis et tout, et même à chaque fois que j'allais sur Twitter, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi, mais il y avait beaucoup de gens qui critiquaient De Saxus, et effectivement, certes c'est une maison qui traduit des titres qui sont bien et tout, mais il y a des titres aussi qui vont traduire, on sait pas pourquoi ils les traduisent, genre Le Royaume Assassiné, La Dupré Guenièvre, des trucs comme ça, qui proposent, qui mettent en hardback, alors que finalement c'est pas des livres qui sont si bien que ça. Après ça c'est un choix marketing, ils font ce qu'ils veulent, ils traduisent ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que quand on entend certaines personnes dire que De Saxus c'est une maison d'édition qui est incroyable et tout, enfin non, il y a quand même des problèmes avec cette maison d'édition, donc là pour le coup je comprends totalement. Ensuite j'ai une unpopular opinion qui est La Carte des Confins, engouement un peu surfait, j'ai été déçue. Alors pour le coup je ne l'ai pas lu, mais je ne compte pas le lire parce que l'histoire de pirates ça ne m'intéresse pas, mais par contre je suis totalement pour le fait de l'encourager parce que c'est un livre qui a été écrit par une bookstagrammeuse française, et moi je suis totalement pour le fait de mettre en avant les auteurs français, surtout de fantasy, parce que je trouve qu'ils sont trop malmenés et tout, mais après j'ai pas trop vu d'avis passer dessus, mais c'est vrai que du coup vu que ça a été écrit par une personne qui fait partie de la communauté, c'est un livre qui a été très mis en avant, donc j'imagine que quand on avait des attentes qui étaient hautes, c'est possible d'avoir été déçu pour le coup, donc c'est dommage. Mais ça c'est un peu le jeu de Booksta, ça marche un peu pour n'importe quel livre, quand un livre est hyper mis en avant et que tout le monde dit qu'il est génial et tout, tu te fais des attentes, enfin t'as des attentes très hautes et t'es très facilement déçu en fait, parce que finalement c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, et que tu t'attendais à quelque chose d'incroyable alors que c'est juste un truc qui est normal, passable quoi, et ça c'est le jeu de Booksta. On tombe encore dans du Sarah J. Maas slander, étant donné que j'ai un message qui dit ce n'est pas parce qu'il y a 3 royaumes avec des BG qui ont des ailes que c'est un univers développé, et pour le coup elle a complètement raison, parce que je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais Sarah J. Maas, son world building, il y a des problèmes avec son world building, comme j'ai dit, il y a des problèmes avec son système de magie. Le world building c'est la même chose, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait manqué aussi avec ACOTAR, parce que je m'attendais vraiment à un world building incroyable, etc. alors que finalement non, et le truc qui est dommage c'est qu'en soi t'es pas obligé de faire un world building incroyable à la Game of Thrones, mais c'est un livre qui est labellé comme étant de la high fantasy. Donc dans ce cas là, soit tu le labelles pas comme de la high fantasy et de la romantasy, et du coup bah on est au courant que ce sera pas un world building incroyable, soit bah il faut que ce soit à la hauteur de la high fantasy. Mais effectivement le world building est pas, à part savoir que on a 7 cours avec 7 high lords, sur le reste on n'est pas plus informé, donc je sais pas, peut-être qu'elle développera un peu plus dans les autres livres, mais à voir. Complètement d'accord avec ça. Cheers to that. Et la dernière unpopular opinion c'est sur Grisha, et donc bah, la personne est venue m'expliquer en commentaire ce qu'elle voulait dire un peu plus en détail, et elle me dit sur TikTok j'ai trouvé des avis super mitigés sur les bouquins, et donc quand je les ai lus je m'attendais au pire, finalement j'ai plutôt apprécié, et surtout je n'ai pas compris les critiques, pas qu'il n'y en ait pas, mais je trouve que les critiques sont mal placées. On reproche au livre 2 d'être trop politique alors que Leigh Bardugo n'a jamais dit écrire une romance, les gens se sont plaints d'un personnage alors que le pauvre clairement, à part faire tout ce qu'on lui dit et jamais recevoir en retour, il n'a rien. Entre autres, je comprends totalement qu'à un moment il en ait ras la soupière. Et pour le Darkling, une grosse déception. Déjà il est charismatique mais 5 minutes, vu qu'après, à part avoir la haine pour zéro raison et foutre le bordel, il fait pas grand chose. La relation idéalisée à tout va est ultra toxique et a servi une fable au rang d'objet, alors que Leigh Bardugo a elle-même dit que le but était de mettre en avant la toxicité, à quel point elle était mauvaise, pour pas de faire shipper qui que ce soit, mais tout le monde te la fout au nez, et quand je demande pourquoi les gens l'aiment tant, on me répond non mais c'est stylé, un enemies to lovers, comme si ça excusait la violence autour et le non-respect. Enfin bref, je n'en dis pas plus si tu ne les as pas lus, etc. Alors, en ce qui concerne cette unpopular opinion, je voulais vous la partager parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de
d'avis qui sont très mitigés sur Grisha et c'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs que je ne lirais pas cette saga, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait, surtout le fait qu'elle parle de la relation entre Alina et le Darkling qui est très idéalisée mais à moitié, parce que j'ai l'impression que sur TikTok surtout les gens savent que c'est une relation qui est toxique mais c'est une relation qui est quand même idéalisée, et ça c'est un peu le trait toxique des gens qui idéalisent un peu les bad boys, donc ça j'arrive à comprendre, mais bon, à partir du moment où tu comprends que c'est quelque chose qui est toxique, ça va. Mais du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de slander sur le personnage de Mal, notamment sur le fait qu'il était trop gentil entre guillemets, enfin du moins c'est ce que la personne qui a rédigé le message m'a dit, alors que en soi être gentil, enfin moi je considère pas qu'être gentil c'est une qualité, pour moi c'est de la décence humaine en fait. Donc les mecs qui se considèrent comme étant des mecs gentils, ouais non mais moi les meufs elles veulent pas sortir avec moi parce que je suis un mec gentil, gros c'est pas une qualité d'être gentil, t'es juste un humain décent, d'accord, voilà tout. Mais effectivement c'est vrai que les gens ont un petit peu tendance à opposer un peu le bad boy entre guillemets au mec qui est gentil, et ça j'avais beaucoup vu dans Hunger Games par exemple. Et pour le coup pour Hunger Games j'ai l'impression qu'il y a eu un consensus sur le fait que le personnage de Gale était trash et que Pita is bae, et je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Franchement j'ai trop aimé la faire, j'ai trop aimé lire vos unpopular opinions, j'ai trouvé ça super drôle, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez pensé, la manière dont vous allez réagir, etc. J'ai trop aimé vous faire cette vidéo concrètement. Je sais pas si vous voudrez une vidéo sur moi mes unpopular opinions, mais en soi elle rejoint assez les vôtres, donc ça peut se discuter, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.